Bonjour, comment vous allez? J'espère que ça se passe bien. J'espère que vous vous portez très bien. Si vous n'êtes donc pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous conseille et je vous demande de vous abonner parce que je partage régulièrement des vidéos tutoriels sur Django REST Framework et dans le domaine de la data science avec le machine learning. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler d'une chose très importante dans la réalisation d'une API. Il s'agit donc des permissions. Des permissions pour pouvoir sécuriser l'accès aux objets de son API. Il est donc conseillé d'utiliser donc des permissions. Les permissions permettent donc de donner l'accès ou de refuser l'accès à un groupe de personnes ou à une personne sur un projet. Dans cette vidéo-ci, je vais donc prendre l'exemple sur les permissions d'un site de e-commerce. On va donc, quand on prend donc un site de e-commerce, nous avons donc les acheteurs d'une part et nous avons donc les vendeurs. Il faut dire que euh, les vendeurs peuvent donc partager des articles, ils peuvent donc créer des articles. Par contre, les acheteurs n'ont pas le droit de faire cela. Donc, on va donc gérer tout cela à partir des permissions. On va donc voir comment ça se passe. À chaque fois qu'une personne s'inscrit donc comme acheteur dans votre site web, vous allez donc l'ajouter dans le groupe des acheteurs. Et si quelqu'un s'inscrit en tant que vendeur, vous allez donc l'ajouter dans le groupe des vendeurs. Ensuite, nous allons donc définir les permissions de chaque groupe. Ici, nous avons donc deux groupes. On va donc prendre le groupe des acheteurs et le groupe des vendeurs. Alors, il y a donc maintenant une autre chose. Quand on prend un article qui a donc été créé par un utilisateur, on doit donc s'assurer que l'article ne peut être modifié que par cet utilisateur uniquement. Et si l'article est donc modifié par un autre, ou est donc modifié ou supprimé par une autre personne qui n'est pas l'auteur de cela, alors on dira donc que votre système ne fonctionne pas normalement, il fonctionne donc très mal. On verra donc comment gérer tout cela. On va donc gérer les permissions personnalisées. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous demande donc encore une fois de plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un pouce bleu. Cela m'encourage à vous faire beaucoup plus de vidéos. Nous allons donc définir. On va donc passer dans le cas pratique. La première des choses que nous allons donc faire, c'est que nous allons d'abord créer une application qu'on va donc appeler ici produit. Donc, je vais donc aller en avis de commande. Il faut dire que ça, c'est un projet que j'avais déjà créé. Le projet se trouve dans le disque local F. Je me rends à la racine du projet dans le JWT, comme ceci. Je cherche JWT, 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 ouais, JWT token. Je vais chercher, non, je vais rentrer d'un pas là. Ok, j'ai un environnement virtuel ici. Je vais chercher à l'activer. Ok, je cherche d'abord à activer mon environnement virtuel. C'est la première des choses que vous avez donc un projet. C'est de créer l'environnement virtuel et de l'activer. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente sur l'authentification avec les JWT, allez là sur pour pouvoir suivre cette vidéo-ci. Voilà, je vais donc entrer dans mon projet. Mon environnement virtuel a été activé. Je vais donc créer rapidement ici une application. On va donc créer ici Python manage.py start app. On va appeler ça Product. Donc, je crée donc une application que j'appelle Product. Donc, une fois que mon application Product est créée, je vais donc venir ici au niveau de mon explorateur de fichiers. Je vais donc voir s'il est là. OK, il est là. Ce que je vais donc faire, je vais l'ajouter dans le fichier setting du projet. Voici dans le install app, j'ajoute donc mon application Product. Ici, je vais donc ajouter mon application Product. Vu que c'est une application, vous écrivez exactement tel que c'est écrit ici, Product. Donc, une fois que vous avez donc ajouter cela dans votre install app. Je vais donc lancer mon projet pour voir s'il fonctionne normalement. Je vais dire ici Python manage.py run server. Donc là, je lance donc mon application. OK. Notre application compile donc normalement. On va essayer de l'ouvrir. Je vais essayer donc de l'ouvrir. Je copie donc ce chemin-ci.
Ok, je vais donc le mettre là. Il n'a pas copié. Copier donc ce chemin-ci. Vous allez donc venir mettre ici. Ok, là c'était l'authentification avec les JWT, c'est pas grave. Ok, très bien. Donc on a donc notre application qui compile normalement. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va venir ici au niveau de l'application produit, au niveau du modèle. On va donc déjà définir notre modèle ici. Alors, pour définir donc notre modèle, je vais donner juste quelques attributs à ma classe produit. Je vais créer donc ici une classe que je vais appeler product. Donc, je vais créer ici une classe que je vais appeler produit qui va donc hériter de modèle, qui va donc hériter de modèle. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Un produit peut avoir un nom, donc je vais donner juste deux attributs pour qu'on puisse gagner en temps. Un produit aura donc un nom. Un produit aura donc un nom. Non. Un produit peut également, c'est un objet de type car-file. Ici, on va donc dire, ici, on peut dire ici là que max lane. On peut mettre même à 255. Ok, donc voilà ce qui caractérise un produit. Un produit peut également avoir une description. Une description qui sera un objet modèle de type car-fiel. On va également prendre un max lane. On peut dire qui est égal à 255. Maintenant, lorsqu'on crée un produit, il faut bien qu'on sache le vendeur qui a créé ce produit. C'est pour ça qu'il va donc prendre ici un attribut vendeur qui sera égal à un modèle point qui sera forcément un foreign key parce qu'il faut qu'on sache l'utilisateur en fait qui a créé le produit. C'est pour ça qu'il va donc importer ici. Il va importer ici l'utilisateur par défaut de Django qui est donc from Django point contrib point autre point modèle. Ici, va me faire un import de user simplement. Donc ici, je veux donc connaître l'utilisateur ou encore qui est le vendeur qui a donc ajouté ce produit-ci. C'est pour ça qu'il va donc ajouter ici un foreign key. Je vais lui dire ici là qu'il va me faire on delete est égal à modèle.cascade. Ici simplement pour dire que lorsque je vais supprimer un produit, que je supprime également le vendeur qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que j'ajoute cet attribut-ci. Donc, quand je vais donc supprimer un vendeur, autant pour moi, quand je supprime un vendeur, je supprime également le produit qu'il a donc ajouté. C'est tout à fait normal. Donc, une fois que vous avez donc créé cela, on va travailler juste avec ces trois attributs-ci pour gagner en temps. On va créer donc ici une classe méta. Ici, on va donc lui dire, je vais juste prendre deux attributs. Ou bien, je peux prendre donc tous les attributs. Je vais prendre donc tous les attributs ici. Je vais lui dire ici, là, de me faire ici... qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il va me prendre juste, puisque je veux tous les attributs, un fiel est égal. Donc, il va me prendre tous les attributs. Tous les attributs. Vous pouvez prendre attribut par attribut, mais là, moi, je préfère prendre donc tous les attributs. Donc, une fois que c'est donc fait, je peux définir également une méthode qui va me permettre d'afficher peut-être mon objet sous forme de chaîne de caractères. Donc, je récupère ici le disque. Pour ceux qui programment en Java, vous allez comprendre que le disque, c'est comme un pointeur. Il permet de faire référence à l'objet courant. Je lui demande ici peut-être de m'afficher juste le nom, le nom du produit simplement. Donc, voilà donc mon modèle produit qui a donc été défini. Une fois que vous avez donc fini avec votre modèle produit, ce qu'on va donc faire, c'est que nous allons maintenant ici créer donc un sérialiseur. Alors, à quoi va donc nous servir le sérialiseur? Ici, nous allons créer un fichier sérialiseur qui va donc nous permettre de convertir notre modèle en JSON et de désérialiser le JSON. En fait, c'est vice-versa. En fait. Donc, ça permet de convertir nos objets en JSON ou bien notre modèle. Donc, je vais donc venir ici au niveau de l'application Product. Je vais donc créer ici un fichier qui va appeler serializer, serializer.py. Serializer.py. Donc, je vais donc créer un fichier serializer.py. Qu'est-ce que je vais donc lui dire à ce niveau-ci? Ici, on a oublié quelque chose dans la classe ci. On a défini notre classe méta. Il faut qu'on lui dise à quel modèle il doit donc faire référence. On a oublié. Il doit faire référence au modèle produit. Pour cela, je dois donc importer ici produit. Donc, je vais dire ici from.modèle import. Je vais demander de m'importer produit simplement.
Donc, je lui dis ici qu'il fait donc appel, il fait référence à ce modèle. OK, une fois que c'est donc fait, on va donc créer ici. On a créé notre fichier serialize.py. Je vais lui dire, qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? De dans mon fichier serialize, est-ce que j'avais besoin de la classe meta ici? Non, c'est pas à ce niveau-ci, désolé. C'est pas à ce niveau-ci, désolé. C'est plutôt dans mon fichier serialize que j'aurais besoin de ça. De ici, je vais lui dire ici de m'importer d'abord serialize depuis Django REST Framework. Donc, il va me faire ici un import de serialize. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir m'importer mon module. Donc, il va devoir m'importer mon module produit. Je vais dire ici import produit. OK. Qu'est-ce que veut dire ici? Il va donc me créer une classe product serialize. Product serialize qui va donc hériter de serialize.model modèle serialize. Donc, je vais lui dire, qu'est-ce que veut dire ici? Je crée donc une classe méta. Ici, j'importe donc depuis mon modèle produit. Et ici, il va donc me serialiser tous les objets. Donc, désolé, ce n'était pas dans ce fichier-ci. Désolé encore une fois de plus. Donc, c'est dans ce fichier serialize que vous allez donc importer tous vos objets. Vous pouvez donc sérialiser objet par objet à ce niveau-ci. Mais moi, j'ai donc décidé de sérialiser tous les objets une seule fois. Après cela, nous allons donc configurer les URL de l'application et dans le URL du projet principal. Donc, je vais donc configurer les URL de l'application d'abord. Donc, une fois que c'est fait, n'oubliez pas que nous sommes dans l'application produit. On va donc venir ici, on va créer un fichier qu'on va appeler URLs. Donc, vous mettez là, vous créez un fichier que vous appelez urs.py. Une fois que vous avez donc créé ce fichier-ci, on va donc importer d'abord. Ce qu'il va faire, il va lui dire ici from Django point urls. Je vais lui demander de m'importer le patch. OK. Qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Je vais également importer ici. Mais avant, je devais d'abord créer mon fichier view, mais c'est pas grave. On va d'abord venir dans notre fichier views pour pouvoir définir déjà nos vues. Donc, à ce niveau-ci, on va venir dans le fichier views ici. Donc, à ce niveau, je vais supprimer celui-ci. À ce niveau, nous allons donc utiliser les vues génériques du REST Framework qui vont donc nous permettre de créer et de mettre à jour, de lister et de supprimer nos produits. À chaque niveau, on pourra donc maintenant définir nos différentes permissions. Donc, je vais créer aussi une classe qui va permettre de créer un produit. Classe create product qui sera donc un objet générique. Donc, je vais utiliser les vues génériques comme je vous ai dit. Mais avant, je dois donc importer le générique ici. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc faire ici un from Django. Je vais lui dire ici from. Je vais lui dire from REST framework. From REST framework, il va m'importer les vues, les generic views. Donc je vais donc dire ici from. Je vais dire ici classe create product. Donc je vais prendre ici un generic view qui va donc hériter, puisque moi je vais créer un objet de create API view. Qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Je vais simplement aller à la ligne et je lui dis ici là que je crée une variable query set qui est égale donc à mon objet product. Je dois donc également l'importer ici, puisqu'on veut créer un produit. On va donc simplement dire ici là from, c'est from product.model import. Qu'est-ce qu'on importe? On importe notre classe product. Donc, je vais venir ici, je vais lui dire ici, from product. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc faire un object.all, simplement. Donc, une fois que c'est donc fait, on part dans la ligne ici. On va le faire passer à notre sérialiseur. Et créer ici une variable sérialiseur qui est également à quoi? À product serialize. Je devais également importer notre sérialiseur à ce niveau-ci. Ce qui va donc venir ici, c'est que je vais lui dire ici from. Je vais lui dire ici from.serialize import product serialize. Donc, je viens de ici, je dis ici serialize product serialize simplement. Donc, je lui fais passer là, comme je vous ai dit, c'est les generic views que je vais donc utiliser. Vous avez plusieurs
schéma lorsque vous voulez créer vos API. Moi, j'ai décidé de le faire avec les Generic View. Donc, je vais également écrire une classe ici qui va me permettre de lister les produits. Je vais dire ici list product. Ici, je vais prendre un generic point list API View. Donc, je vais donc faire ici un query set qui est égal ici à un product point object point all simplement. Donc, une fois que j'ai donc récupéré ces listes ici, je vais également le passer au serializer. Donc, je crée une variable serialize qui est égale à product serialize. C'est tout. Je vais également écrire une classe qui va permettre de mettre à jour un produit. Donc, je vais dire ici là, update product et faire donc ici un generic view.up update. Faire comme ceci. Ici, je vais créer une variable query set qui est égale donc à product.object.all simplement. Ici, je vais également le passer au serializer qui est égal à product serialize. Donc, je vais m'arrêter avec ces trois méthodes. On peut également écrire une classe qui va permettre de supprimer un produit delete product qui est égal ici à un generic view.destroy API view. Et on fait la même chose. Donc là, moi, j'ai décidé d'utiliser les generic view. Ok, super. Donc, une fois que vous avez donc défini cela, on va maintenant aller faire les configurations dans notre fichier URLs. Donc, vous venez donc ici. On a donc importé notre patch. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va créer ici un URL pattern. Un URL pattern qui est égal, je crée un tableau ici. Je vais donc définir, mes différents chemins. Je vais créer ici une parenthèse, autant pour moi. Je vais lui mettre ici, d'abord, je mets d'abord un path, j'ouvre la parenthèse. Pour accéder à l'API, on va utiliser ici les listes. On va utiliser liste. Je vais créer ici un view. Cela donc importer le fichier views, puisqu'il faut dire que c'est les views que j'utilise. Je vais donc faire ici un from point import. Je vais donc faire un from point import views simplement. Je scroll dans là. Je vais donc lui dire ici de me faire un import ici de view point. Donc là je vais afficher. Vous voyez que là il me renvoie les méthodes, en fait les différentes méthodes que je peux utiliser. Donc là moi je vais d'abord envoyer la liste des produits qui sera donc un as view simplement. Ok, je peux également le faire pour les autres méthodes. Pour gagner en temps, je vais donc copier ça. Je vais copier ceci pour gagner en temps. 2, 3, 4. Je vais simplement venir là. Je vais juste changer les noms. Je vais juste changer les noms là. Donc là, ça sera ici pour créer. Pour create. Donc je vais lui dire ici de me faire un list.views.create. Ici, ça sera pour mettre à jour. Pour un update, je vais dire ici views.update. Et ici, ça sera donc pour delete. Je vais lui dire ici un views.delete product simplement. J'ai donc fait ma configuration au niveau des URLs. Ici, il faut dire que pour supprimer, pour modifier, on aura besoin de l'ID du produit qu'on souhaite donc modifier. Donc, je vais mettre ici, je vais créer donc une PK. Donc, je vais dire ici, permettez-moi de prendre rapidement mon clavier visuel. Donc, ici, j'aurai besoin d'une PK. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais mettre ici une variable int qui va donc à mon PK qui sera donc un objet de type int. Donc, je vais donc comme ceci, voilà, tout simplement parce que pour modifier un objet, j'aurai besoin de son ID. De même, pour pouvoir supprimer un objet, j'aurai besoin de l'ID de l'objet que je souhaite donc supprimer, que voici donc ici, et c'est tout. Donc, une fois que c'est donc fait, on a donc à faire la configuration de notre
de notre application. On va également aller au niveau de l'URL du projet pour pouvoir définir donc cela. Alors, permettez-moi. OK, donc on va donc aller au niveau de la configuration de l'URL du projet. OK, on a même déjà quelques API là. OK, ce sont les API que nous avons vu dans la vidéo précédente sur l'authentification les JWT. Donc, je vais devoir ajouter ici un patch parce que j'ai créé une application account. Alors, pour accéder à cela, vous allez utiliser API/version 1. Ici, vous allez donc définir ici un inclus. Je dois donc importer ça au niveau du patch ici. Je fais donc un include. Ici, je vais donc inclure mon application qui est mon application Prodoc. Ce qui est l'application que nous avons créée, c'est Prodoc, qui est prodoc.url. Simplement. J'espère qu'on a bien écrit P-R-O-D-U-D-U-C-T-S. OK, on importe donc. On ajoute donc cela à ce niveau-ci. OK, j'espère que vous avez donc bien compris. Donc, on a donc déjà défini ici. On va donc essayer de relancer le serveur pour voir si tout se passe bien. Il dit ici, je vais relancer rapidement le serveur. Classe metago invalide attribut fiat. On va voir ça. Il dit ici quoi? Cannot name product initial product model. OK. C'est dans models à la ligne 3. Donc, on va donc repartir dans la classe modèle. Ici, à la ligne 3. OK, il ne retrouve pas ça. On lui dit ici de me faire un from import. OK, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de lui. OK. Je vais relancer dans mon serveur. OK. On voit donc notre projet. OK. Il compile donc normalement. Ce qu'on va donc faire présentement, c'est qu'on va donc essayer maintenant de créer dans nos utilisateurs. Je vais donc créer deux utilisateurs, à savoir un vendeur et un acheteur. Alors, pour le faire, je vais simplement utiliser la commande ici. Python manage.py create super user. Donc, je vais donc créer deux utilisateurs, un vendeur et un acheteur. Alors, on me demande le username, je vais donc dire ici que c'est un vendeur. Je vais laisser l'adresse email. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je répète 1, 2, 3, 4. Donc, voilà le premier utilisateur que j'ai donc créé, qui est donc un vendeur. Son username, c'est vendeur. Je vais également créer un deuxième utilisateur, cette fois-ci, qui sera donc acheteur. Je vais mettre le même mot de passe que pour le vendeur. Ça ne dérange pas, je traverse. 3, 4. Voilà. 1, 2, 3. Oh, je reprends. Désolé. Oui, ça va aller. Je reprends. 1, 2, 3, 4. OK. Yes. OK, donc j'ai donc créé deux utilisateurs, à savoir un vendeur et un acheteur. Maintenant, nous allons donc ajouter les autorisations à notre groupe adéquat. Donc, on va donc relancer notre serveur. Donc, ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que notre serveur est donc lancé. On va donc créer, on se connecte rapidement. On va se connecter rapidement au dashboard de Django. Je vais me reconnecter là en tant que admin. OK. Donc là, j'ai créé donc deux utilisateurs que voici. Si vous cliquez là, vous avez donc nos deux utilisateurs qu'on a créés, à savoir acheteur et vendeur. Ne regardez pas, le David ici, c'est ce que j'ai créé lorsque je voulais faire l'authentification avec les JWT. Donc, j'ai créé donc deux acheteurs, deux utilisateurs ici en plus. Maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est juste que nous allons donc essayer maintenant de créer des groupes d'utilisateurs. OK, on va donc venir là, ce groupe. On va donc créer deux groupes. Vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez. On va créer un groupe des vendeurs. C'est ça que met ici vendeur. Non, autant pour moi. Vous devez cliquer là sur Add Group. Donc, je vais créer ici un groupe des vendeurs. Et lorsque je crée donc un groupe des vendeurs, je vais lui donner. On a dit que le vendeur a la possibilité de faire quoi? Regardons, le vendeur a la possibilité d'ajouter un produit. Donc, on va regarder ici. Cherchons rapidement. Voilà. Cantine, candidate. Il a quelle autorisation? Le vendeur a la possibilité ici, disons par exemple, avant de le faire, essayons de faire d'abord les migrations parce que là, je vois parce que je suis en train de chercher là. Essayons de faire rapidement les migrations. Donc, je vais donc arrêter le serveur. Je vais donc faire ici un Python manage.py et migrate. Essayons donc de faire rapidement les migrations. Apply, et bon, je fais d'abord
make migration, make migration. OK, je fais donc maintenant le migrate. OK, je vais donc relancer mon serveur. OK, une fois que j'ai donc relancé le serveur, je vais fermer ça. Je vais rouvrir. Je me connecte en tant que admin. OK, vous avez donc les groupes. Je vais donc ajouter un groupe ici. Je vais dire ici que c'est un groupe. Voilà, vous voyez maintenant que c'est venu le product. Puisque je n'avais pas fait mes migrations, c'est pour ça que vous n'aviez pas ici product. Parce qu'on a créé une application product. Donc, je vais donc créer ici un groupe des vendeurs que je vais mettre S. Ici, on a dit qu'un vendeur a la possibilité d'ajouter un produit. Quand vous sélectionnez A de là, vous faites là pour que ça apparaît là. Un vendeur a la possibilité de changer un produit. Vous appuyez là, ça apparaît là. Un vendeur a la possibilité de supprimer le produit qu'il a ajouté. Vous cliquez là, ça apparaît là. Un vendeur a la possibilité également de voir le produit qu'il a ajouté. Je pense que voilà les 4 permissions que nous pouvons donner à un vendeur jusqu'ici. Donc, on va dire, on va donc s'arrêter là. On lui donne ces opérations-là, ces privilèges-là et vous cliquez ici là sur Save. Donc, on a créé un groupe de vendeurs. Ensuite, on peut créer un autre groupe qui est le groupe des acheteurs. Je vais mettre ici acheteur. Un acheteur a la possibilité, il n'a pas la possibilité d'ajouter un produit, non. Il n'a pas la possibilité de changer un produit, non. Il n'a pas la possibilité de modifier un produit. Il a uniquement la possibilité de voir un produit. C'est pour ça que je vais mettre ici Can View Product. Donc, vous cliquez donc là. Il a cette possibilité-là. Et vous cliquez là sur Save. Très bien. Donc, on a donc déjà créé 2 groupes, à savoir, nous avons donc créé un groupe des acheteurs et un groupe des vendeurs. Ensuite, on les a donc ajoutés. On a donc ajouté cela à chaque utilisateur. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que après avoir créé mes groupes, je vais donc venir ici au niveau des acheteurs. Il faut que je lui donne donc ce privilège-là. Je le mets dans ce groupe. Je vais donc cliquer là. Ici, son username, c'est ça. Je vais lui donner donc, je vais l'ajouter dans quel groupe ici. Voici ces différentes permissions ici. Je vais l'ajouter dans le groupe des c'est qui c'est, permettez-moi, je vais oublier. C'est qui qu'on a pris? On a pris qui? On a pris acheteur. Très bien. Vous allez donc descendre là. On va donc l'ajouter dans le groupe des acheteurs uniquement. Vous le mettez là. OK. On va donc venir là et on sauvegarde. On l'a ajouté dans le groupe des acheteurs. On va donc venir là et vous sauvegarder simplement. Maintenant, celui-ci qui était vendeur, vous cliquez là, on va l'ajouter dans le groupe des vendeurs. Donc, vous scrollez là en bas, on va donc l'ajouter dans le groupe des vendeurs et vous cliquez ici simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc l'ajouter, on va sauvegarder. Très bien. On peut donc vérifier cela. Je prends donc cet acheteur-ci qui est donc acheteur. Je vais donc regarder dans quel groupe il est. Ici, on voit bien, on voit ces différentes permissions ici. Ici, on voit bien qu'il est dans le groupe des acheteurs. Très bien. OK. Une fois que c'est donc fait cela, nous allons donc à présent créer notre fichier permission pour pouvoir donc créer donc nos différentes permissions. Euh, Qu'est-ce qu'on va donc faire ici pour pouvoir donner donc les différentes permissions aux utilisateurs? Qu'est-ce qu'elle va donc venir faire à ce niveau-ci? Donc, tout ce qu'on a fait ici, il n'y a rien de compliqué là. C'est tout ce que toute personne peut donc faire. Je vais donc venir là. Je vais essayer de voir si, de prendre l'API de création d'un projet, d'un produit. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord prendre le API. Qu'est-ce qui pointe là? C'est le API version 1. Vous faites donc comme ceci. Vous mettez donc là. On veut donc pointer vers l'API qui permet d'ajouter donc un produit qui est donc ça là, qui permet de créer. Et je pointe donc ça ici. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Does not exist template, HTML template, API version 1 does not exist. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais relancer mon serveur. Si je mets donc un slash ici, permettez-moi de mettre un slash là, de reprendre comme ceci et de revenir à ce niveau-ci, de mettre également un slash ici. Donc, j'espère que ça ne va pas faire une tautologie. OK. Je vais mettre un slash là. OK. Je vais donc relancer mon serveur. OK. Mon serveur s'est donc automatiquement relancé. Je vais donc revenir à ce niveau-ci. API version 1. Ici, je vais donc mettre mon slash. Et à ce niveau-ci, je vais donc mettre ceci. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit ici?
URL Django, il ne retrouve pas cette méthode ici. Cette page ici n'existe pas. Bon, je sais pas, on va essayer de revoir ensemble. Ici, est-ce qu'on a bien configuré nos routes? Il ne trouve pas l'API ici. Essayons de voir pourquoi il ne retrouve pas ça. Path API include product.urs. Quand je fais, je copie ce gars-ci. Je le mets donc ici. Il n'arrive pas à retrouver cela. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-ci? Si c'est que j'ajoute un chemin là, je vais donc exécuter à nouveau. Mais avant d'exécuter, je vais relancer le serveur. Il nous dit là qu'il ne retrouve pas cette méthode-là. Je ne sais pas pourquoi. OK, je vais reprendre ici. Une fois que le serveur est donc lancé, je vais prendre ce mec-ci. Je prends, je copie ce mec-ci. Je vais donc l'ajouter à ce niveau-ci. Ensuite, je pars dans l'URS du projet. Je n'ai pas besoin de lui. Dans l'URL du projet, je prends celui-ci. Je vais donc ajouter là. Et une fois que c'est donc fait, je vais donc venir au niveau de l'URS de l'application. Je copie dans le gars-ci. Je le mets là. OK. OK. Donc là, notre serveur roll normalement. On va repartir là. On était à quel niveau là? Nous étions à ce niveau-ci. Nous étions à ce niveau-ci. OK. On va run. OK. On a donc cette erreur-ci. Does not exist at API. API HTML Django. Quelle peut être l'erreur? On n'a pas ajouté dans le REST Framework. On doit ajouter cela dans le. On doit ajouter REST Framework dans le fichier setting install app. OK. Donc, on va donc run à nouveau. OK. Donc, on ajoute donc, on run notre code à nouveau. OK, ça compile normalement. On va réexécuter. OK, on voit si l'erreur a changé. Il a changé cette fois-ci. Il dit create product should include serialized class attribute. Il dit qu'on doit plutôt utiliser les serialized class dans notre fichier views. Donc ici, je dois plutôt utiliser les serialized class. Ici, j'utilise plutôt les serialized class vu que nous, on a utilisé plutôt les generic views. Donc, ici, comme cela, et ici simplement. On va donc run à nouveau. OK. On exécute, on actualise. OK, super. Donc, voilà donc l'API qui nous permet donc de créer un produit ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Get HTTP hello post option content type application détail méthode non allant. On n'est donc pas autorisé à créer donc un produit. Là, nous ne sommes donc pas autorisés à utiliser cette API ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que essayons d'accéder voir à l'API pour voir tous les produits. Donc, je vais venir là au niveau de mes URL simplement. Ici, je vais essayer de voir donc la liste des produits que j'ai en base de données. Donc, je vais venir là. Je fais ceci. OK, là, notre liste, elle est vide. Donc, on n'a pas de liste là. Donc, si je fais un get là, ma liste, elle est totalement vide. Je peux également accéder à l'API pour modifier un produit. Donc, je vais mettre là, slash, je vais mettre peut-être au produit qui a l'ID numéro 1. OK, on n'est donc pas, ici vous voyez que méthode de notre allant, on n'est donc pas autorisé à modifier un produit, comme vous pouvez donc le voir là. Ce que je vais donc faire rapidement, c'est que je vais essayer donc de créer un produit. Donc, je vais essayer de créer un produit là. Donc, je vais peut-être mettre ici, je vais peut-être mettre appareil électronique, appareil électronique. Je vais mettre ici utile pour les développeurs full stack, juste comme ceci. Je dis peut-être ici, je vais lui donner vendeur. Je lui donne cet attribut-là. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il a donc créé ici un objet
qui est donc de ID1, qui est appareil électronique dont la description est ceci, il est donc vendeur. Je peux également voir donc la liste des produits qui ont donc été créés. Je vais simplement venir là. Je vais venir là, je copie cette URL-ci que voici. Je copie l'URL-ci. Je vais donc venir, je colle ici. Vous voyez là, il me renvoie déjà un objet qui a été créé. Je peux également essayer, je vais créer trois objets pour qu'on puisse bien les manipuler ensemble. Donc, je vais créer également un autre objet ici. Je vais créer un autre objet là. OK, je vais créer un deuxième objet. On a créé les appareils électroniques. Je vais peut-être créer ici manuel. Je vais créer un deuxième objet qui va appeler manuel scolaire. Je vais dire ici permet aux apprenants de mieux se documenter. Ici, je vais dire peut-être, je le mets dans le groupe des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que lorsqu'on veut créer un objet produit, on avait trois attributs, à savoir le nom. N'oubliez pas que si je repars dans mon modèle ici, nous avions dit que lorsqu'on voulait créer un objet produit, on a le nom, la description et le vendeur en fait. Donc, celui qui crée le produit en fait. Donc, ici, on a dit que celui-ci, c'est un acheteur. C'est bon, je vais mettre ici que c'est un vendeur toujours. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc le créer. Alors, si je reviens là pour voir donc la liste des objets qu'on a, vous voyez que on a déjà deux objets. Essayons donc d'utiliser maintenant, de voir si l'API pour modifier un objet fonctionne. On a vu que l'API pour lister fonctionne, pour créer fonctionne. On voit maintenant si l'API pour modifier fonctionne. Donc, je vais venir dans ici, je vais mettre ici update. Je vais mettre ici, je vais modifier l'objet qui a l'ID numéro 1. Je fais comme ceci. Il me dit ici méthode non allant. Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qu'il veut faire ici? OK. Je vais mettre ici que le nom sera désormais appareil ménager. Je vais mettre ici appareil ménager. Je mets ici appareil ménager. Je vais mettre ici permet de faire les travaux de cuisine simplement. Donc je mets là et je mets ici que l'auteur c'est David. Je fais un put. Donc vous voyez donc qu'il a été modifié. On va donc voir la liste de nos produits pour voir si il a vraiment modifié. OK, vous voyez maintenant que notre put fonctionne bien. Donc ici, vous voyez que maintenant, l'objet qui a l'ID numéro 1, son nom, c'est plutôt appareil ménager. Or, c'était d'abord appareil électronique et la description a également changé. Donc, on voit bien que nos API fonctionnent très bien à ce niveau-ci. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va donc passer, on va donc passer maintenant aux différentes permissions parce que là, vous voyez que moi, je peux facilement modifier un produit ici. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai été l'auteur. Donc, on va donc voir ce qu'on appelle dans les permissions personnalisées sur notre application produit. Ce que vous allez donc faire, j'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de faire. Vous voyez que là, je peux accéder, je peux guetter un objet, je peux voir la liste, je peux voir un produit par ID, je peux supprimer, je peux modifier. Si vous voyez, on peut même tester également l'API pour supprimer un produit. Donc, je vais simplement venir là, je prends delete que voici, je prends le delete. On peut, pour supprimer un objet, on aura également besoin de son ID. Je vais supprimer l'objet numéro 1. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc, j'entre là. Ici, qu'est-ce qu'on fait donc? Méthode non align. Donc, ici, qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais cliquer sur delete. OK, are you sure to want to delete this product? Je dis oui, je vais supprimer. Vous voyez que ça va donc supprimer cet objet. Si je reprends donc la liste de mes objets, je viens donc sur liste. Vous voyez qu'on n'a plus cet objet avec l'ID numéro 1. Dans notre liste, on a maintenant un seul objet. Vous voyez donc que nos API ne sont non pas sécurisés parce que n'importe qui a la permission de tout faire. Or, n'oubliez pas que notre but est que c'est celui qui a créé un produit qui peut le supprimer. C'est le vendeur qui peut supprimer le produit qu'il a ajouté et non l'acheteur. Voyons donc cela avec Django qui est puissant pour cela. On va donc venir ici dans l'application Product. On va donc créer ici un fichier qu'on va appeler permission. Donc, qui va donc gérer toutes nos permissions. Je vais donc dire permission.py. Donc, on va donc créer notre première permission. Nous allons donc créer ici. Je vais donc venir là. Je vais donc créer ici. Donc, vous créez dans votre fichier permission comme je fais là. Je vais vous mettre un petit commentaire ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que les permissions personnalisées elles vont hériter de la classe
base permission. Donc, les permissions personnalisées vont donc hériter de la classe base permission. Ce que vous aurez donc à faire ici, là, c'est que vous allez donc créer ici une classe que vous allez appeler my permission. Bon, avant de le faire, on va importer ici une librairie que nous allons donc appeler ici, là. Donc, je vais descendre là. Je vais donc importer ici les permissions de Django, REST Framework. From REST Framework, on fait donc une import de permission. Donc, je vais donc créer ma classe permission ici qui va donc hériter donc permission.base permission. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais créer donc une méthode ici def ras permission. OK. Donc là, on va donc créer notre classe isPermission. Je vais donc effacer ceci. Donc, je lui dis, je demande ici, je crée ma fonction def hPermission. Je vais lui dire ici, si la requête, si la méthode de la requête est dans cette liste-ci, est dans, si ça fait partie du get ou du post, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, je mets 2 points. Je lui dis également, donc ici, il teste que la requête de l'utilisateur, que la requête que l'utilisateur a exécutée est bien soit un get, soit un post. Si c'est le cas, je lui dis donc que si la requête de l'utilisateur fait partie du groupe, donc je filtre des vendeurs, name est égal à vendeur, que ça existe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je retourne true, simplement. J'espère que vous comprenez ça. Donc, j'ai écrit donc une méthode ici pour définir ma permission qui prend donc mon objet, le self comme le pointeur et ma requête. Je lui dis donc que si la requête de l'utilisateur, si ça fait partie d'une de ces méthodes, si l'utilisateur a fait soit un get ou un post, et que l'utilisateur, la requête de l'utilisateur, si c'est un utilisateur qui fait partie du groupe des vendeurs, alors je retourne true. Ou bien, je peux également lui dire que si la méthode de l'utilisateur, donc la requête qu'il a fait, est plutôt, cette fois-ci, aussi un get, alors je vais lui dire ceci, que si request.user.groups.filter, si ça peut, ça fait partie donc des acheteurs, ici, existe, alors qu'est-ce que je vais le faire ici? Je vais retourner true. Au cas contraire, qu'est-ce que je vais faire? Au cas contraire, je retourne false. Simplement. Donc, ici, j'ai donc créé deux méthodes pour les vendeurs et les acheteurs. Donc, pour que tu sois vendeur, il faut que tu fasses, si la requête que tu fais fait donc partie du get ou bien du post et que tu fais donc partie du groupe des vendeurs, alors tu auras donc cette permission-ci. Et pareil, si c'est que la méthode, si tu fais partie donc du groupe des acheteurs, tu pourras uniquement faire le get. Or, les vendeurs peuvent faire le get et le post. Ici, tu ne peux faire que le get. OK. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va créer aussi une permission personnalisée pour que seul l'auteur soit à mesure de modifier ou de supprimer un produit qui va donc toujours hériter de la classe base permission. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais venir ici, je vais donc dire un classe author permission qui va donc hériter de la classe base permission. Et je vais lui dire cela, def as object permission cette fois-ci. Donc je prends donc un object permission. Je vais lui dire cela, si la requête, ou bien si la méthode de la requête fait donc partie ici est donc, si ça fait partie de cette liste-ci, qui est soit le get, soit le option ici,
et le head. Alors, si ça fait donc partie de cela, je vais retourner ici, retourne true. Je vais lui dire ici là maintenant que si l'objet point vendeur, vous allez prendre l'attribut, vous allez écrire exactement tel que c'est écrit ici, point vendeur est égal à la requête de l'utilisateur, Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'oublie pas. Ici, qu'est-ce qui va se passer si c'est return true? Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va le return true. Au cas contraire, on va lui retourner une réponse de false. Donc, ici, c'est pas lui qui fait, si c'est pas lui qui fait la requête, en fait, on essaie ici de regarder l'utilisateur qui est le créateur de cet objet pour pouvoir lui donner la permission. Alors, si ces permissions qui sont donc lancées n'ont pas forcément besoin de savoir si c'est l'utilisateur qui fait, la requête ou pas, en fait, si c'est l'utilisateur qui a créé l'objet ou pas. Donc, c'est pour ça que je crée donc ici une permission de l'auteur pour que uniquement lui puisse modifier en fait l'objet qu'il a donc créé. J'espère que vous comprenez bien ici. Donc, ce n'est que l'auteur de l'objet qui pourra soit modifier ou supprimer un produit. C'est pour ça que j'ai créé ici une méthode as permission. Maintenant, on va donc essayer d'implémenter cela au niveau, par exemple, de la méthode get. Je vais donc venir ici dans mon fichier views. Je vais donc appeler cette méthode-là au niveau. Pour créer donc un produit, il faudrait donc que tu aies la permission de le faire. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais d'abord lancer le serveur pour vous montrer encore quelque chose. Je relance donc mon serveur. OK. Vous voyez donc quand je lance dans mon serveur, je vais donc revenir là. Je vais exécuter ça. Donc là, ça me renvoie à la liste des produits ici. Ici, je vais voir si je peux donc créer un produit. Donc, je fais donc ici create. OK, donc là, je peux donc créer un produit simplement. Tout le monde peut créer un produit. Mais là, maintenant, ce que je vais donc faire, je vais donc empêcher que ce n'est pas n'importe qui puisse créer un produit. Je vais venir au niveau de l'API qui permet de créer un produit ici, qui est le create view. Je vais donc venir ici, je vais donc, avant d'importer la classe là, je vais donc faire ici un from. Je vais faire ici un from permission import. Il va donc importer my permission. Je viens simplement ici au niveau. Donc, je vais donc venir au niveau du create product pour que n'importe qui ne puisse pas créer un produit. Donc, pour que tu puisses créer un produit, il faudrait donc que tu aies donc cette permission-là. Parce que ce n'est que le vendeur qui peut donc créer un produit. Je vais donc venir ici, je vais ajouter donc ici en bas une permission classique qui est égale donc à quoi? À my permission, simplement. Donc, désormais, pour créer un produit, il faudrait donc que tu aies donc la permission de le faire. Ce que je vais donc faire, je vais donc revenir ici, je vais donc actualiser cette page ici. Vous voyez ici que on me dit quoi ici? Base permission metaclass object is iterable. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Permission class est égal à my permission. Je vais prendre rapidement l'erreur ici. Et puis, je vais faire une recherche rapidement sur Internet. Donc, c'est ça, un développeur devait être capable de trouver une erreur comme celle-ci et d'aller sur Internet faire les recherches. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Permission class et permission.is authenticated. Permission class bullshit. Permission class permission.is authenticated. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Permission class, oui, Schubert, permission class is authenticated. OK. Je vais donc faire ceci. Je vais mettre dans un tableau. Simplement. Donc, je copie mon permission class que je mets donc dans un tableau et j'exécute donc à nouveau. OK. Je vais donc exécuter à nouveau. OK, vous voyez ici, on me dit quoi? Authentication credential were not provided. Donc, on n'a pas l'autorisation de pouvoir créer un produit. J'espère que vous comprenez bien. Si vous voyez que si c'est que je commande cette ligne-ci, ou bien j'essaie de la supprimer, là, l'utilisateur aura, si je supprime cette ligne, vous voyez que si j'actualise, l'utilisateur a la possibilité de créer un produit. Maintenant, je vais donc le bloquer, l'accès pour qu'il ne puisse pas le faire. Je vais donc coller ça. Vous voyez que lorsque je mets donc cette permission-ci,
alors l'utilisateur n'a donc plus la permission d'ici Authentication Credential will not provided. Donc, il faudrait d'abord qu'il soit authentifié pour pouvoir créer un produit. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit que pour créer un produit, il faudrait que tu aies le rôle, que tu sois donc vendeur. Alors, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc essayer de s'authentifier cette fois-ci en tant que vendeur pour pouvoir créer donc un produit. Donc, essayons donc de se connecter en tant que vendeur. Ce qu'il veut faire, c'est que je vais venir donc ici. N'oubliez pas que euh, nous avons créé deux utilisateurs. Donc, admin, pourquoi je vais essayer donc de me déconnecter ici. OK, je vais donc essayer de me connecter. Donc là, on a dit qu'on pouvait se connecter en tant que vendeur. Et le mot de passe est 1, 2, 3, 4. OK. OK, là, vous voyez donc que quand on se connecte donc en tant que vendeur, vous voyez donc ici, on s'est connecté en tant que vendeur. Et là, est-ce qu'on aura donc la permission de créer un produit? Si je mets dans la create, alors il nous dit ici méthode non authorized. Donc, je vais essayer de me connecter en tant que admin. OK, donc là, je me connecte donc en tant que vendeur. Est-ce que j'ai donc cette possibilité-là d'ajouter donc un produit? On va donc essayer de vérifier cela ensemble rapidement. Donc, essayons un peu voir avec la méthode create. Il nous dit ici il n'arrive pas à créer la réponse, c'est 401 unauthorized. On va donc revenir dans nos différentes permissions ici. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit ici que si la méthode c'est get ou post, alors s'il fait partie du groupe des vendeurs, donc je vais donc repartir. S'il fait partie du groupe des vendeurs, alors il a cette méthode ici, as my permission, donc qui est cette classe-ci. Qu'est-ce que j'ai donc fait ici? Je suis venu là dans ma vue de create product. J'appelle dans cette classe-là ici pour créer en utilisant les create API view. Si on va aller vers la définition, ça utilise les mixing, de create model mixing, ça hérite également. Ça peut en permettre également une generate review API. Au niveau du post, c'est ça ici. Donc, ça me crée donc un objet ici. Pourquoi on me dit qu'il n'a pas la permission? Je vais donc essayer encore de revenir là. Je vais me connecter en tant que vendeur, admin. Je vais essayer de me déconnecter ici. Donc, je vais donc me connecter en tant que vendeur. Vendeur. On n'oublie pas que le mot de passe qu'on a mis, c'est 1, 2, 3, 4. J'essaie de me connecter. Oui, là, il me récupère ici. Ici, je suis connecté en tant que vendeur. Je vais donc essayer de créer donc un produit. Donc, je vais copier cette adresse-ci. Je copie cette adresse-ci et j'essaie donc de venir là. Faire donc. La vidéo a pris assez de temps là. Je pense que je vais la couper comme ça et faire une deuxième partie parce que je veux pas qu'elle soit assez longue. Donc là, on me dit create product, c'est unauthorized. Je vais essayer de lister, voir les produits. Je vais essayer ici de lister. OK, il me liste normalement mes produits. Il me liste normalement mes produits. Je vais un peu essayer de faire un update. Bon, on a déjà testé tout cela. Bon, pourquoi là? Si je fais encore un create, normalement, il devait me permettre de créer un produit puisque là, je me suis connecté ici en tant que vendeur au niveau de ma permission. J'ai dit si il fait partie du groupe des vendeurs. Donc, s'il fait partie du groupe des vendeurs, et vous voyez bien que je me suis connecté en tant que vendeur, pourquoi est-ce qu'il me demande, il me dit que je n'ai pas cette permission, sachant que nous avons utilisé ici quoi au niveau de notre API? Nous, on a utilisé les Generic View API. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, vu que la vidéo a pris assez de temps, je préfère faire une deuxième partie pour résoudre rapidement ce problème-ci. Donc, le problème que nous rencontrons actuellement, c'est que au niveau de la création d'un produit, on lui a dit qu'il a cette permission. Pourquoi? Parce que ici, on appelle, ce n'est pas n'importe qui peut créer un produit. C'est pour ça qu'on appelle ici la classe MyPermission. Et lorsqu'on appelle dans la classe MyPermission ici, notre classe MyPermission ici dit donc que s'il fait donc partie du groupe des vendeurs, alors il peut donc créer un produit. Et vous voyez donc que là, je me suis donc connecté ici en tant que, ici c'est acheteur. Oh, je vais me connecter en tant que vendeur. Logo out, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est verification. Je vais essayer de me connecter. Je vais relancer le serveur. Je relance le serveur. C'est bien qu'on fasse une deuxième partie. Bon, relançons rapidement le serveur. On se connecte. Je vais me déconnecter là. Et je vais me connecter en tant que vendeur et non acheteur.
Le mot de passe, c'est ça. OK. OK. Là, je me suis donc connecté en tant que vendeur. Je vais actualiser cette page ici. OK. Là, il ne me renvoie pas la liste. Il ne me permet pas de créer un produit. Je vais récupérer la liste des produits. Là, il récupère. Mais lorsque je veux créer, alors il ne me permet donc pas. OK. Donc, dans une prochaine vidéo, on va donc essayer de voir donc comment pouvoir personnaliser nos différentes REST API avec les différentes permissions, comment se connecter en tant que vendeur, effectuer certaines opérations, en tant qu'acheteur, effectuer certaines opérations. Parce qu'il faut dire que ici, en tant que vendeur, voici les différentes permissions que nous l'avons donc octroyées ici. Si je viens là au niveau des utilisateurs, c'est cet utilisateur, ce qu'on essaie, on a doit essayer de se connecter avec lui. Voici donc les différentes permissions qu'il a. Il est dans le groupe des vendeurs et comme il est dans le groupe des vendeurs, il est dans le groupe des vendeurs et dans le groupe des vendeurs, il a également les permissions d'ajouter un produit et de voir un produit. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à voir. Mais là, il voit bien les produits. Si je viens là sur liste, il voit bien les produits, mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à créer un produit. Ok, c'est dans le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne. Donc là, c'était donc partie 1. N'hésitez donc pas de voir la partie 2 pour avoir une formation complète sur les autorisations avec Django REST Framework. C'était donc David Tunjantanko. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.